Bienvenue dans notre exploration du jour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne absolument tous, notre propre cerveau. Mm. On va plonger dans le livre The Power of Innovative Thinking avec une mission assez claire, comprendre un peu la mécanique de notre pensée pour, au final, prendre de meilleures décisions. Oui, L'idée, c'est pas juste de penser, mais vraiment de penser à comment on pense. c'est une excellente image. D'ailleurs, le livre s'ouvre sur une idée attribuée à Albert Einstein qui donne vraiment le ton. Ah oui. Il dit « Les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne peuvent être résolus au même niveau de pensée que celui où nous étions lorsque nous les avons créés. D'accord. » En d'autres termes, on ne peut pas utiliser le même logiciel mental pour réparer un bug qu'il a lui-même causé. Il faut une mise à jour en fait. C'est un sacré défi. Ça veut dire qu'il faut être capable de prendre du recul sur sa propre machine à penser. Exactement. Le livre commence d'ailleurs par un conflit que tout le monde connaît, ce tiraillement permanent entre la logique et l'émotion. Hmm. L'exemple est classique, mais tellement vrai. On a logiquement prévu de planifier les vacances en famille ce soir, c'est important. Et là, un voisin propose une partie de tennis improvisée. Ah oui, Le plaisir immédiat contre le plan à long terme. Franchement, ça m'arrive tout le temps. mais c'est le champ de bataille quotidien de notre esprit. Et ce conflit, il est arbitré, ou plutôt il est biaisé, parce que l'auteur appelle des filtres mentaux. Des filtres mentaux. Oui, notre perception de la réalité n'est jamais pure. Elle passe à travers une série de filtres qui la colorent, la déforment. Le livre en identifie 3 grandes familles. La première, la plus profonde, ce sont les filtres subconscients. Nos valeurs, notre culture, ce genre de choses. C'est ça, nos valeurs, notre éducation, Donc des choses tellement ancrées en nous qu'on ne se rend même plus compte qu'elles sont. qu'elles sont aux commandes. Oui, voilà. On a l'impression de prendre une décision rationnelle, mais en fait, on obéit à un programme qui a été écrit il y a des décennies. C'est un peu effrayant, C'est exactement ça. L'auteur donne l'exemple d'un manager qui est naturellement économe. d'accord? Face à une proposition d'investissement en R&D, son réflexe subconscient, ça va être la méfiance. Même si la logique plaide en faveur de l'investissement. Son filtre «dépenser c'est mal» est plus fort en fait. Son filtre l'empêchera d'évaluer objectivement un candidat au nez vert. La décision est prise avant même que la pensée consciente n'intervienne. Et ça explique ce que le livre appelle les mots gâchettes, alors? Des mots comme audit ou réorganisation. Tout à fait. Pour certains, ça provoque une vraie réaction d'anxiété avant même d'en connaître les détails. C'est ça? Le mot active le filtre et l'émotion court-circuite complètement l'analyse. Ok. Et la deuxième famille de filtres? La deuxième, ce sont les filtres de survie. Leur rôle premier est positif. Ils nous protègent de la surcharge sensorielle. D'accord. Si on devait traiter consciemment chaque son, chaque lumière, on deviendrait fou. Notre cerveau filtre donc le bruit de l'ordinateur pendant qu'on travaille, par exemple. Oui, c'est utile. Le problème, c'est quand ce mécanisme s'applique à nos souvenirs et qu'il crée un pilote automatique. C'est l'histoire de Brent, l'électricien. Celle-là, elle m'a vraiment marquée. Oui, elle est très parlante. Bren travaille dans une usine et il doit réparer le même cordon d'alimentation sur une machine au moins 2 fois par semaine. À chaque fois, l'isolant est rongé à un endroit différent. Son filtre de mémoire, son pilote automatique, lui dicte la procédure toute lisse. Cordon abîmé, je répare. C'est devenu un automatisme. En apparence efficace, oui. Mais il est tellement dans son automatisme qu'il ne se pose plus la seule question qui compte. Pourquoi ce câble est-il tout le temps abîmé? Voilà. Jusqu'au jour où un superviseur, qui travaille tard, surprend les coupables. Une famille de souris qui se fait les dents sur l'isolant. Ah oui. Brent était tellement prisonnier de son filtre réparé qu'il était devenu aveugle à la cause réelle du problème. C'est une super histoire, mais est-ce que ce filtre de mémoire, ce n'est pas aussi ce qui nous rend efficaces? Si Brent devait tout réanalyser à chaque fois, il perdrait un temps fou. C'est une excellente question. Où est la limite entre l'automatisme utile et l'aveuglement? C'est tout l'enjeu. La limite se situe au niveau de la répétition anormale. Une réparation, c'est normal. La même réparation 10 fois de suite, ça devrait déclencher une alarme qui désactive le pilote automatique et qui force une analyse plus profonde. C'est cette alarme qu'on doit apprendre à écouter. C'est fascinant de voir comment nos propres valeurs ou nos automatismes peuvent nous piéger. Mais on n'est pas seul au monde, j'imagine. Les règles du jeu en société, ça doit aussi formater notre pensée, non? Bien sûr, et c'est la troisième famille, les filtres sociaux. Ce sont toutes les règles, écrites ou non écrites, qui régissent nos comportements en fonction du contexte. Hmm. Notre façon de parler, de nous habiller, elle n'est pas la même à la maison ou au bureau. Ces filtres nous permettent de naviguer dans différents univers sociaux. D'accord. Donc, si je récapitule, notre pensée est constamment
déformés par des filtres subconscients, nos valeurs. Oui, Des filtres de survie, nos automatismes. Et des filtres sociaux, les règles du jeu, quoi. c'est ça. Une fois qu'on a conscience de ça, on peut commencer à regarder comment ces filtres construisent la charpente de notre pensée. Et c'est là que le livre introduit les notions de cadre, d'encre et de paradigme. C'est la suite logique. Le cadre de référence, c'est notre vision globale du monde. Mais le concept le plus opérationnel, c'est celui de l'encre. Une encre? Oui, une encre, c'est un point de référence, une idée préconçue, qui peut soit nous guider, soit nous bloquer complètement. Comme une vraie encre de bateau, en fait. Elle peut nous maintenir en sécurité dans le port, mais elle nous empêche d'explorer. L'analogie est parfaite. Pour l'illustrer, le livre utilise une petite énigme. Prenez le chiffre romain IX. Comment le transformer en 6 en ajoutant une seule et unique ligne? IX. euh, Pour faire 6, alors attends. On peut barrer le I? Non, ça fait X. Non. Ajouter un V de rang. Non, ça fait 2 lignes. Je suis bloquée là. J'imagine que j'essaye d'ajouter une ligne droite. Et c'est ça. Votre encre, hein? Hein. L'encre, c'est... Les chiffres romains sont faits de lignes droites. C'est ça qui vous bloque. Pour trouver la solution, il faut briser cette encre. D'accord. La ligne à ajouter n'est pas une ligne droite, c'est une ligne courbe, la lettre S. On la place devant IX et on obtient le mot 6. Ah, excellent. On a changé de système, on est passé des chiffres aux mots. C'est un exemple très parlant de la manière dont une règle implicite dans notre tête nous empêche de voir une solution qui est au final évidente. Mais les encres sont pas toujours négatives, hein. Elles sont aussi essentielles pour communiquer. Quand on dit budget ou mémo dans une entreprise, ce sont des encres communes qui permettent à tout le monde de se comprendre vite. Ce qui nous amène aux différentes zones de communication que le livre décrit, qui sont basées sur la conscience de ces encres. La zone de danger, par exemple, est particulièrement intéressante. C'est le piège classique. L'exemple, c'est Danny, le meilleur vendeur de l'entreprise qui est promu directeur des ressources humaines. D'accord. Il a de grandes qualités relationnelles, mais aucune connaissance en droit du travail. Il prend des décisions basées sur son instinct de vendeur et il crée des problèmes juridiques terribles. Il est en pleine zone de danger parce qu'il ne sait même pas ce qu'il ne sait pas. C'est tout à fait ça. C'est un peu l'effet Dunning-Kruger, non? Moins on en sait, plus on surestime ses compétences. C'est une parfaite illustration de ce concept, oui. Et tous ces cadres, ces encres, s'inscrivent dans une structure encore plus large que le livre nomme le paradigme. Le paradigme? Un paradigme, c'est un ensemble de règles acceptées, souvent non écrites, qui définit la manière dont les choses doivent être. Le code vestimentaire dans une entreprise, par exemple. Et un changement de paradigme, c'est donc un acte de leadership incroyablement puissant. L'exemple du PDG de Chrysler est saisissant. Absolument. L'entreprise est au bord de la faillite, tout le monde doit se serrer la ceinture. Le paradigme dominant, c'est « les dirigeants sont protégés ». Mhm. Pour le briser, il ne fait pas un long discours. Il agit. Il réduit son propre salaire à $1 symbolique. C'est un geste fort, parce que ce n'est pas un mémo, c'est une action. Il n'est pas en train de dire que le paradigme a changé, il incarne le nouveau paradigme. Le sacrifice commence par le sommet. Exactement. Et toutes les anciennes ancres sur le statut et la paix sont instantanément pulvérisées. C'est un changement de jeu total. Donc on a nos filtres qui créent nos cadres, nos ancres, et tout ça opère à l'intérieur de grands paradigmes. La question suivante, c'est comment on utilise cette structure au quotidien? Je me pose la question par exemple, face à un nouveau logiciel, est-ce que je suis plutôt du genre à lire le manuel de A à Z ou à cliquer partout pour voir ce qui se passe? Cette question vous place directement face aux deux grands styles de pensée que le livre identifie. Le premier, celui qui lit le manuel, c'est le penseur adaptatif. D'accord. Il aime les structures, les règles, les modèles établis. Il est organisé, méthodique, et il se concentre sur l'objectif final. Sa force, c'est l'efficacité dans un système connu. C'est le bon élève, en quelque sorte, celui qui assure la stabilité. Mais on sent bien la limite. Si une entreprise n'a que des penseurs adaptatifs, elle risque de se faire complètement dépasser, non? Elle a besoin d'un grain de folie. C'est le cœur du problème. Et ce grain de folie, c'est le second style demandé, le penseur innovant. C'est celui qui clique partout. D'accord. Il cherche constamment de nouvelles façons de faire. Il peut paraître désorganisé car pour lui, le chemin est souvent plus intéressant que la destination. Il jongle avec plusieurs idées. Il cherche des solutions en dehors du cadre. Et on imagine tout de suite les frictions dans une équipe, quoi. Ah bah oui, c'est le clash classique. L'innovant qui trouve l'adaptatif un peu rigide, ennuyeux.
Et l'adaptatif qui voit l'innovant comme un électron libre chaotique qui ne finit jamais rien. C'est ça. Et le rôle d'un bon manager, selon le livre, c'est de devenir un traducteur entre ces deux langages, de dire à l'adaptatif « fais confiance, son exploration va nous ouvrir des portes », et de dire à l'innovant « maintenant, il faut transformer ton idée géniale en un plan d'action concret ». Pour que les deux collaborent. Voilà, la magie opère quand on fait collaborer ces deux forces. Aucun style n'est meilleur, ils sont juste complémentaires. C'est une perspective très utile. Alors, maintenant qu'on a conscience de nos filtres, de nos encres, de notre style dominant, on arrive à la boîte à outils. Comment est-ce qu'on peut activement améliorer notre pensée à foi? Le livre propose un modèle de la repensée. L'idée, c'est d'activer 4 modes de pensée en même temps. La pensée stratégique pour voir loin, la pensée puissante pour rester positif, la créative pour générer de nouvelles options et l'analytique pour choisir la meilleure. C'est un bon cadre, mais passons à la pratique. Concentrons-nous sur un outil concret pour chaque mode. Pour la pensée stratégique, il y a la méthode des 5 pourquoi. Un classique du management, mais redoutable. Oui, l'histoire de Jason, le chef d'équipe, l'illustre parfaitement. Donc il va voir son manager, il lui demande un nouveau camion de service à 50 000 $. Voilà. Et le manager, au lieu de dire oui ou non, il demande juste pourquoi. Et Jason répond « Parce que l'actuel tombe en panne dès qu'il pleut. Deuxième, pourquoi? Pourquoi il tombe en panne? Les fils d'allumage prennent l'humidité. Pourquoi l'isolant est craquelé? Pourquoi? Parce qu'ils sont vieux. Et le dernier pourquoi? Pourquoi on ne les a pas changés avant? Je n'ai pas pris le temps de commander la pièce. Et voilà. En 5 questions, on passe d'un problème perçu de 50 000 $ à la vraie cause, des fils d'allumage à 50 $. C'est simple, mais redoutable. Ça invite à une forme d'humilité intellectuelle avant d'agir. Exactement. Ensuite, pour la pensée puissante, l'idée est de savoir transformer l'adversité en opportunité. Il faut contrôler son encre mentale. L'histoire de Rusty est un très bon exemple. C'est un ingénieur aérospatial de 40 ans, licencié. Le scénario catastrophe pour beaucoup. Pour beaucoup, oui. Mais Rusty, il choisit de voir ça non pas comme une fin, mais comme une porte qui s'ouvre. Il se dit que c'est l'occasion de réaliser un rêve de jeunesse, devenir infirmier. Il a consciemment changé son encre, en fait. Oui, il est passé d'une encre négative « j'ai perdu mon emploi » à une encre positive « j'ai enfin la chance de changer de vie ». C'est incroyable comme c'est le même mécanisme mental que celui du funambule Karl Wallenda, mais dans la direction opposée. C'est une observation très juste. Wallenda, pendant des décennies, son encre c'était « marcher pour atteindre l'autre côté ». Le positif. Mais avant sa dernière traversée, celle qui lui fut fatale, sa femme a remarqué qu'il avait changé son discours. Son encre était devenue « pas tomber ». Il s'est concentré sur le négatif. Le cadrage change absolument tout. Passons à la pensée créative. J'aime beaucoup l'outil ANGS, qui est un acronyme. Oui, c'est une checklist pour déconstruire une idée. ANGS, c'est pour ajouter, dans l'ordre, généraliser, limiter, éliminer et substituer. L'exemple du livre est amusant. Comment trouver de nouveaux usages pour une voiturette de golf? Alors, essayons. A pour ajouter. On ajoute un petit frigo et ça devient un chariot de glace. N pour non dans l'ordre, on inverse les sièges pour que le guide fasse face aux touristes. D'accord. G pour généraliser. Ce n'est plus une voiturette de golf, c'est un véhicule électrique léger, donc on peut l'utiliser pour la livraison de courrier sur un campus. L pour limiter. On la rend plus étroite pour qu'elle circule dans les couloirs d'un hôpital. E pour éliminer. On enlève le moteur et ça devient un banc de parc original. Et S pour substituer. On remplace les pneus par de gros pneus de plage et voilà un véhicule pour les sauveteurs. C'est efficace, chaque lettre force à regarder l'objet différemment. C'est un excellent exercice pour briser nos encres fonctionnelles. Enfin, la pensée analytique. Une fois qu'on a généré toutes ces idées, il faut les évaluer. Pour ça, le livre propose l'outil P&Q. Positif, négatif et curiosité. J'aime particulièrement la façon dont il traite les points négatifs. C'est la clé de l'outil. D'abord, on liste les points positifs. Ensuite, au lieu de lister les faiblesses comme des jugements définitifs, du genre « c'est trop cher », on les reformule en question. Comment pourrions-nous financer cela, Forte? À un état d'esprit de résolveur de problèmes. On ne tue pas l'idée, on la met au défi de s'améliorer. C'est tout à fait ça. Et le Q, les curiosités, c'est pour identifier ce qui rend l'idée unique, spéciale. C'est une méthode d'évaluation à la fois rigoureuse et constructive. Alors, si on devait tout rassembler, le message central qui se dégage, c'est que le succès ne vient pas en pensant plus fort, mais en pensant plus intelligemment, smarter, comme ils disent.
La première étape, la plus difficile, c'est ce travail d'introspection, devenir consciente de ses filtres, de ses ancres, de son style de pensée. C'est seulement après qu'on peut choisir les bons outils. C'est exactement ça. Il s'agit de passer du siège passager au siège conducteur de notre propre esprit. C'est une bonne image. Et pour laisser une dernière piste de réflexion, j'aimerais poser une question inspirée du livre. Il nous encourage à examiner nos paradigmes, ces fameuses règles non écrites. Oui. La question est donc, quel est le paradigme, la règle du jeu la plus rigide dans notre vie pro ou perso en ce moment? Et quelle serait la plus petite encre, la plus minuscule action possible que l'on pourrait commencer à déplacer dès demain pour le remettre doucement en question?